Eh bien, bonjour à tous et à toutes pour ce nouveau webinaire. Je m'appelle Sébastien Triopon. Je suis ingénieur conseil à la CARSAT des Hauts-de-France et je suis accompagné une fois de plus ce matin par Patrice Grimont-Pré et nous sommes donc extrêmement heureux de vous accueillir pour ce nouveau webinaire qui vous est présenté par l'assurance maladie et risque professionnel et qui sera donc animé ce matin par la CARSAT des Hauts-de-France sur eh bien, la thématique de la personne ressource, la personne compétente en prévention, que l'on peut désigner sous le vocable donc de salarié désigné compétent en santé sécurité au travail, qui est donc un acteur central pour la démarche de prévention d'entreprise, mais nous y reviendrons bien sûr plus en détail dans le contenu de ce webinaire. En termes logistiques, si cela est votre premier webinaire avec nous, je vous indique qu'en haut à droite de votre écran, vous avez un espace où vous pouvez accéder à la fois au chat et également aux sondages qui seront mis en œuvre tout au long du webinaire. Dans ce chat, vous pouvez poser toutes les questions qui viendront ce matin et à l'issue de notre présentation, Patrice et moi-même répondrons à ces questions. Vous pouvez également retrouver un certain nombre de liens pour accéder directement aux éléments que nous indiquerons durant ce webinaire. Voilà, je remercie Laetitia qui assure cette mission avec nous ce matin. Et vous aurez aussi, bien entendu, accès à ce diaporama à l'issue de notre présentation. Alors, ce que l'on a prévu de voir ce matin avec vous concernant ce salarié désigné compétent, eh bien, c'est d'abord, je reviendrai très rapidement sur la CARSAT. Qui sommes-nous? Pourquoi nous assurons ce webinaire ce matin? Et puis, très rapidement, nous entrerons dans le vif du sujet. Donc, nous verrons quand même, nous poserons le cadre réglementaire de ce salarié, de cette personne présente au sein de l'entreprise, ses responsabilités, enfin, la question de la responsabilité qui l'entoure. Ensuite, Patrice bien reviendra finalement sur à quoi ça sert. Voilà, une question qu'on peut se poser. À quoi sert un salarié désigné compétent? Pourquoi finalement en désigner un? Au-delà du cadre réglementaire. Je reprendrai la main pour repréciser les ressources qui entourent le salarié désigné compétent. Ce n'est pas un acteur qui se retrouve seul au sein de l'entreprise pour traiter ces problématiques-là. Donc, nous verrons avec qui il travaille. Je reviendrai également sur la question que certaines entreprises peuvent se poser, c'est comment on désigne un salarié désigné compétent. Patrice reviendra sur la notion de compétence, quand même extrêmement important, puisque c'est salarié, on parle bien d'un salarié désigné compétent, donc quelles compétences justement, quels moyens pour le salarié. Et je terminerai cette présentation en revenant sur ce que le réseau Assurance Maladie Risque Professionnel vous propose en termes d'accompagnement sur cette thématique. Pour rappel, tous nos webinaires sont disponibles en replay sur notre site internet de la CARSAT des Hauts-de-France ou sur notre webzine. Vous aurez le lien tout à l'heure dans le chat, mais également sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie risque professionnel. Alors, un petit rappel de la CARSAT. La CARSAT, c'est effectivement la caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail. Donc, une première grande mission assurée par la CARSAT, c'est la préparation et le paiement des retraites. Mais la CARSAT, c'est effectivement aussi l'accompagnement d'assurés en difficulté, donc une partie de la branche maladie qui est hébergée au sein de la CARSAT, la branche maladie de la Sécu, et également donc une partie de la branche ATMP, donc qui accompagne les entreprises sur cette thématique-là, en prenant en charge le coût des accidents du travail et des maladies professionnelles, en tarifiant ce coût, donc en refacturant finalement ces coûts aux entreprises, et également en faisant de la prévention auprès des entreprises qui en demandent, qui en expriment le besoin ou qui sont ciblées au travers de nos programmes.
Pour cela, pour cette mission de prévention, eh bien, nous vous proposons un accompagnement avec un certain nombre d'expertises hébergées au sein de nos équipes, des contrôleurs de sécurité qui accompagnent les entreprises de manière territoriale, mais également des experts présents au siège, au sein d'unités techniques, pour venir évaluer l'exposition des salariés aux nuisances physiques, chimiques ou biologiques, et qui viennent apporter des conseils quant aux aménagements nécessaires au sein des entreprises. Nous vous proposons également un accompagnement en termes de formation avec une offre que nous réalisons soit directement et qui est incluse dans le taux de cotisation, mais également des listes d'organismes de formation qui sont habilités par le réseau, par l'INRS et par nous-mêmes. Nous vous proposons des accompagnements financiers, alors sous contrainte, si je puis dire, d'éligibilité. Je reviendrai à la fin de ma présentation là-dessus. Il y a effectivement des offres pour les entreprises jusqu'à 50 salariés, les subventions prévention TPE, mais également des aides financières jusqu'à 200 salariés au travers de contrats de prévention. N'hésitez pas à demander pour en bénéficier. Je reviendrai sur les modalités tout à l'heure, mais nous avons effectivement au 7 décembre encore des budgets pour cette année, donc n'hésitez surtout pas. Et puis, nous vous proposons également des listes de consultants, d'intervenants en prévention des risques professionnels, des IPRP. Nous animons un réseau d'intervenants sur ces sujets-là. Donc, nous pouvons vous communiquer ces listes d'intervenants. Et voilà, on a un site internet avec un webzine où vous pouvez retrouver un tas d'éléments, des replays de webinaires, des documents téléchargeables pour vous aider dans votre démarche de prévention. Pour tout contact, je vous invite à nous envoyer un mail à l'adresse qui est indiquée en bas de page, contactprévention@carsat-nordpicardie.fr pour avoir une prise en charge et une réponse à vos questions. Alors j'en arrive maintenant à l'objet plus concret de nos échanges de ce matin, et on va d'abord aborder le cas réglementaire. Pourquoi cette notion de salarié désigné compétent? C'est une loi relativement récente encore, même si toutes les entreprises n'ont pas encore identifié cette obligation, mais une loi qui avait été mise en œuvre dans le cadre d'une réforme précédente de la médecine du travail, et qui indiquait donc que finalement il y avait pour les entreprises une obligation de désigner un ou plusieurs éventuellement salariés compétents pour s'occuper de la protection et de la prévention des risques professionnels de l'entreprise. Une personne en charge d'animer finalement la démarche de prévention pour s'occuper de la santé physique et mentale des salariés. L'obligation, elle s'applique pour toutes les entreprises, quelle que soit sa taille, quel que soit son secteur d'activité, quelles que soient finalement les modalités également retenues par finalement l'employeur pour assurer le suivi de la santé de ses salariés. Dans la loi, très clairement, il est précisé que l'entreprise a la possibilité de désigner un acteur interne ou externe pour assurer cette mission. Notre préconisation en tant que CARSAT, agent de la CARSAT et agent du réseau prévention, c'est bien entendu de vous inciter à ce que cet acteur soit désigné en interne. Bien sûr, un externe pourra venir par à-coup apporter des conseils, un accompagnement, un diagnostic, mais par définition, un acteur externe, d'une part, va moins connaître en détail l'activité de l'entreprise parce qu'il ne sera pas confronté en permanence à la réalité des situations de travail. Et puis, en plus, par définition, un externe, il va arriver dans l'entreprise, mais il va repartir de l'entreprise. Son intervention ne sera que ponctuelle. Notre conseil, et nous invitons toutes les entreprises à faire le choix d'une ressource interne, comme je le dirais juste après, pas forcément quelqu'un qui s'occupe bien entendu à plein temps de ces sujets-là. Ça dépend bien entendu de la taille de l'entreprise et de son secteur d'activité, des risques présents au sein de l'entreprise. Mais une personne interne, une ressource interne, ce sera un signe d'autonomie
pour l'entreprise, pour mettre en œuvre sa démarche de prévention. Ce sera également un élément qui appuiera sur l'appropriation de la démarche de prévention, qui est extrêmement importante, hein, pour pas qu'on ait le cas de se dire oui, bon, ok, il y a un consultant externe qui est venu chez moi, mais finalement, une fois qu'il est reparti, j'ai pas vraiment bien compris ce qu'il m'avait indiqué, ce que je devais faire, et finalement, je ne sais plus comment décliner les choses. Donc, avoir une ressource interne, ça permet de s'approprier la démarche de prévention pour une bonne mise en œuvre. Et surtout, avoir une ressource interne, eh bien, ça garantit la pérennité de la démarche de prévention, et donc que cette démarche, qui sont parfois des démarches un peu complexes, un peu fragiles, eh bien, ne s'effondre et ne survivent pas dans le temps. Donc, ressources internes, vraiment, premier élément clé de la réussite de la démarche de prévention, c'est de désigner cet acteur en interne. Attention, la désignation d'un salarié désigné compétent, on entend d'ailleurs parfois le vocable dans certaines entreprises de désignation d'un responsable sécurité. Sémantiquement parlant, moi, j'insiste sur ce point-là parce que je trouve que c'est pas forcément le meilleur vocable à utiliser. Ce salarié désigné compétent ou ce responsable sécurité, ça ne remet aucunement en cause le principe de responsabilité de l'employeur vis-à-vis de la santé et de la sécurité de ses salariés. L'employeur, il a bien une obligation générale, il a des obligations générales en matière de SST, et donc c'est pas parce que il y a désignation finalement de ce salarié que l'employeur quitte ses responsabilités-là. Chacun est responsable de sa propre sécurité. Il y a un article très clairement dans le Code du travail qui le stipule. Chacun est responsable de sa propre sécurité, mais aussi de celle de ses collaborateurs, de celle des autres. Dans cet article, il est bien précisé, dans la limite, bien entendu, des moyens qui lui sont donnés et de la formation qu'il a reçue. Donc on rabordera cela, bien entendu. L'importance, finalement, de désigner quelqu'un, c'est bien, mais faut-il encore également lui apporter une formation pour qu'il puisse assurer sa mission. Tout le monde au sein de l'entreprise, vous l'avez compris, est concerné par ces sujets de santé, sécurité au travail. Et donc, un gage, encore une fois, une clé de réussite d'une démarche de prévention, c'est bien de rendre tout le monde acteur. C'est pas juste le salarié désigné compétent, le responsable sécurité qui va gérer ces sujets-là au sein de l'entreprise, sinon ça ne marchera pas. Et donc, l'organisation dans son ensemble au sein de l'entreprise doit s'orienter vers la mise en place d'une culture, une véritable culture de prévention et durable au sein de l'entreprise pour qu'il y ait une appropriation. Clé de succès d'une démarche de prévention, c'est une démarche participative. Alors, à quoi ça sert un SDC, Patrice ? Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, en effet, à quoi sert un SDC et surtout un SDC pour quoi faire? Alors, bien évidemment, ce salarié désigné compétent devra être au cœur de tous les enjeux qui sont liés à la prévention, mais également à la performance de l'entreprise. Ce salarié désigné compétent sera d'ailleurs le premier conseiller de l'employeur et il va l'aider dans de nombreuses missions liées donc à la santé et à la sécurité au travail. Alors, au niveau de ces enjeux, donc on en compte pas mal évidemment. On va commencer par celui qui nous semble le plus important, évidemment, puisque c'est l'enjeu humain. La réglementation donc impose de préserver la santé et la sécurité de l'ensemble des salariés, donc l'intégrité physique et mentale pour tous les collaborateurs, donc y compris ceux salariés désignés compétents. Et il y aura donc plusieurs objectifs à atteindre pour y arriver, notamment éviter les accidents du travail et les maladies professionnelles, réduire également la pénibilité au travail, point très très important. Et enfin, point qui parfois peut être compliqué, mais qui a de plus en plus d'importance également, c'est de favoriser le bien-être au travail et faire en sorte que tous les salariés puissent travailler dans les meilleures conditions possibles, que ce soit technique ou je dirais, sociétal. Ensuite, l'enjeu économique. Alors, celui-là, on le connaît aussi. Un accident du travail, ça coûte cher. Alors, on distingue deux coûts, les deux types de coûts, pardon. Les coûts directs,
qui concerne l'imputation directement des accidents du travail et des maladies professionnelles. Mais il ne faut surtout pas oublier les fameux coûts indirects qui peuvent s'élever parfois à des prix très très élevés, qui peuvent aller jusque le double, voire le triple de ces coûts directs, et qui concernent notamment le remplacement des salariés absents, les heures supplémentaires qu'on va devoir mettre en place, parfois les retards de production, et donc les problèmes qu'on va avoir avec les clients, la désorganisation du travail, la gestion de l'incident. Donc tout ça, ça coûte. C'est encore un enjeu sur lequel ce salarié désigné compétent devra se pencher. Viennent ensuite les enjeux techniques et organisationnels, avec un objectif d'évaluer, d'organiser et surtout donc de prévenir les risques qui ont été identifiés pour mieux gérer l'imprévisible. Et on sait depuis longtemps maintenant qu'une évaluation pertinente permettra toujours de s'organiser et donc de réduire les risques professionnels. Donc, point très, très important. D'autres enjeux, hein, ensuite, donc, j'attends que ça tourne. Je vois que je n'ai pas la main. La page suivante, ça ne marche pas. Bon. Bastien, tu pourras peut-être faire défiler. J'arrive pas à faire défiler. Hop, voilà, il y a un petit souci. Ouais, j'ai plus la main pour faire défiler le Alors, la question de avec qui travaille le SDC? Euh, on n'a pas fini, Ouais. Sébastien. Il faut que tu reviennes en T'étais à arrière. quel Moi, j'ai pas diapo, mal de toi? choses. Ok, J'étais sur les enjeux, donc sur la deuxième très diapo bien. concernant les enjeux. Et je vais voir après si, voilà, on va prendre celle-ci. Je vais voir après si je peux récupérer la main. Donc, parmi ces enjeux, il y a également l'enjeu juridique. Alors, Sébastien a déjà développé en majeure partie la responsabilité du chef d'entreprise, hein. On parle de la responsabilité civile et de la responsabilité pénale, et notamment en cas de carence de documents uniques ou même si l'évaluation des risques est insuffisante. On a un enjeu social qui concerne la bonne santé de l'entreprise. Voilà, qui concerne la bonne santé de l'entreprise et dont il y a un lien, bien sûr, puisqu'une bonne santé de l'entreprise sera forcément liée à une bonne santé des salariés, avec un objectif de mettre en œuvre des actions concertées qui vont donc impliquer ces salariés et qui vont permettre d'améliorer le dialogue social. Et enfin, un dernier enjeu qui n'est pas des moindres, puisqu'il concerne l'image de l'entreprise. Une entreprise dynamique et organisée va donner une image de fiabilité, de confiance. Et on sait qu'en améliorant les conditions de travail, on motive souvent et on fidélise l'ensemble des collaborateurs qui vont s'investir souvent un peu plus au sein de l'entreprise. Alors, j'ai retrouvé la main, donc ça tombe bien. Alors, comment ce salarié désigné compétent va assister son chef d'entreprise? Donc, il y a plusieurs choses, bien évidemment. On va en prendre quelques-unes. On va commencer par l'évaluation des risques professionnels, qui est un pavé très important. Alors, il ne va pas faire l'évaluation des risques seul. Tout à l'heure, Sébastien parlait du principe de participation. L'objectif est d'impliquer l'ensemble des salariés, mais il sera sans doute le garant de la méthodologie utilisée et aussi il devra s'assurer que cette évaluation des risques soit mise à jour régulièrement et que le document unique vive et soit utilisé à bon escient par l'ensemble de l'entreprise. Il va aussi avoir un rôle sur la planification et sur l'organisation de toutes les actions de prévention, liées d'ailleurs à cette évaluation des risques. Et c'est à lui que va revenir le fait de suivre et de mettre à jour donc ce plan d'action. Un objectif important aussi sera de promouvoir la santé et la sécurité au travail pour l'ensemble des salariés, donc pour l'ensemble du site, et donc d'anticiper les risques et les mesures de prévention qui seront liées à l'évolution justement de l'activité, du métier, du matériel. Donc à chaque fois qu'on va acheter quelque chose de plus, il va falloir se mettre à jour. Et là, pareil, principe de participation, il va falloir travailler aussi avec les salariés. Enfin, il va assurer une veille réglementaire et technologique. Vous savez comme nous que la réglementation évolue assez rapidement et avoir quelqu'un en interne qui suit cette évolution et qui remonte justement les informations utiles et nécessaires quant au changement de certains points
sera toujours très très important et valorisant pour le SDC. Alors, comment il va pouvoir assister son chef d'entreprise? Il va tout simplement participer à l'organisation de l'accueil et à la formation des nouveaux arrivants. Alors, les nouveaux arrivants, pas forcément les jeunes, hein. On peut avoir des nouveaux arrivants d'un certain âge qui viennent d'un autre métier, d'une autre entreprise. Et donc, l'objectif sera justement de au moins participer à l'organisation de l'accueil de ces salariés et de faire en sorte de pouvoir les former à bon escient. Il va ensuite suivre les statistiques ATMP, hein, les différentes données santé et sécurité d'établissement, et il va contribuer à l'analyse des accidents du travail. On va le développer tout à l'heure. Pareil, hein, il ne va pas analyser seul les accidents du travail. Par contre, il sera garant de la méthodologie utilisée. À la rédaction des plans de prévention. Alors pour ceux qui ne savent pas à quoi se rapportent ces plans de prévention, c'est tout simplement l'évaluation des risques qui est faite lors d'une intervention d'une entreprise extérieure dans notre entreprise. Donc l'objectif sera de participer à cette évaluation des risques. Et souvent, le SDC sera rédacteur de ces plans de prévention, à moins qu'on ait déjà des gens qui sont formés pour ce type de choses. Donc, ils vont veiller à la prise en compte de la sécurité lors des achats, d'où le lien aussi avec les services achats. Je disais tout à l'heure qu'on peut faire évoluer le métier et acheter de nouveaux matériels. L'objectif sera de se mettre en accord avec les services achats pour acheter je dirais le matériel adéquat et donc derrière faire l'évaluation des risques qui en découleront. Et enfin, ce sera aussi à lui de sensibiliser l'ensemble du personnel lié à la prévention, alors que sur des méthodes, sur une façon de faire, ou tout simplement sur le port, l'utilisation et le suivi des EPI, par exemple. Voilà. Alors, maintenant qu'on a vu un peu tout ça, on va essayer de voir avec qui travaille ce salarié désigné compétent. Et là, c'est Sébastien qui va reprendre la main. Alors en effet, comme Patrice vient de le souligner, le salarié désigné compétent, il va pas travailler tout seul. Fort heureusement, c'est pas à lui à s'occuper dans sa globalité de tous ces sujets-là. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la clé de succès d'une démarche de prévention, c'est que l'on soit dans une démarche participative où l'on finalement fait devenir acteur un maximum de collaborateurs au sein de l'entreprise. Donc le salarié désigné compétent, il est là pour animer cette démarche et surtout, il est là pour identifier également les acteurs et les ressources, lesquels faire intervenir au bon moment en fonction des différents sujets. Et donc l'important, c'est d'identifier les acteurs au sein de l'entreprise qui vont pouvoir l'aider, mais également les acteurs externes à l'entreprise qui peuvent lui apporter un certain nombre d'accompagnements. Alors, on en a listé un certain nombre ici. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a pléthore d'acteurs au sein de l'entreprise, pléthore de collaborateurs. Le salarié désigné compétent, il va être attaché soit directement au chef d'entreprise, il y aura un lien direct, ou éventuellement d'ailleurs par un intermédiaire, il sera rattaché je sais pas moi, au RH ou à la production ou que sais-je, à d'autres secteurs. Et donc, il aura finalement un lien en transversalité et une animation en transversalité à mener avec un certain nombre d'autres acteurs. Alors, on en a cité certains ici. On a démarré par des acteurs qui nous semblent essentiels dans le cadre d'une démarche de prévention au sein de l'entreprise. Ce sont les instances représentatives du personnel, qui ont effectivement un rôle majeur à jouer dans la démarche de prévention. Donc, voilà, le salarié désigné compétent, il doit avoir des échanges réguliers avec ces acteurs. Avec aussi, bien entendu, l'encadrement qui relaie l'engagement de la direction sur ces champs-là, ou l'encadrement aussi qui fait remonter les dysfonctionnements présents dans l'entreprise. Avec les salariés eux-mêmes, voilà, pour les rendre acteurs, pour leur expliquer les démarches de prévention, pour venir les sensibiliser, pour venir leur faire un tas de choses. Dans ces salariés, on a également des salariés un peu plus singuliers, qui sont des salariés formés, et formés notamment à être acteurs de la démarche de prévention. Alors,
Je cite ici deux types de formations qu'on retrouve au sein d'entreprises, qui sont les salariés sauveteurs secouristes du travail, certes qui sont là pour donner les premiers secours en cas d'incident, mais qui sont là également pour évaluer les situations de travail en amont d'un accident. Mais on a également, certains d'entre vous connaissent peut-être, des formations de type PRAP, donc prévention des risques liés à l'activité physique, qui sont là aussi des formations où l'on cherche, au-delà de la gestuelle et d'avoir des compétences sur la gestuelle, on cherche à faire en sorte que les salariés deviennent acteurs de la prévention en termes d'outils d'évaluation de la situation de travail. Donc là aussi, des salariés particuliers, singuliers, que le salarié désigné compétent pourra animer, avec lesquels il pourra travailler, échanger. Les ressources humaines, la maintenance, un tas d'autres services, les achats qu'évoquait Patrice, extrêmement important, puisqu'en amont de prestations, c'est important de définir correctement les choses. Donc, effectivement, le salarié désigné compétent, il doit identifier tous ces acteurs-là et comment les faire intervenir au fur et à mesure des démarches qu'il déploie, qu'il anime. Et puis, il y a un tas d'autres acteurs à l'extérieur de l'entreprise. Et là aussi, c'est important de les identifier. Donc, on commence par la CARSAT, effectivement, on aurait pu mettre aussi l'INRS. Donc, la CARSAT, c'est vraiment les gens qui vont venir amener au cœur de l'entreprise les méthodes et les outils que propose l'INRS. La CARSAT, c'est l'assureur des risques professionnels, donc on a un tas d'outils pour accompagner l'entreprise. L'inspection du travail, voilà, faut l'identifier. C'est un agent de l'État. Certes, il va venir contrôler la bonne application du Code du travail, mais il peut aussi donner de précieux conseils quant à des questionnements que l'on peut se poser sur justement la bonne application du Code. Le médecin du travail et son équipe pluridisciplinaire. Donc, il y a une loi au mois d'août 2021 qui venait justement renforcer, repositionner clairement ces équipes-là sur le champ de la prévention. Donc, on parle maintenant de services de prévention et de santé au travail. Donc, ça aussi, ça peut être des ressources que le salarié désigné compétent doit identifier et peut faire intervenir au sein de l'entreprise. Et puis, après, on a d'autres organismes, des consultants externes, des bureaux de contrôle, les IPRP que j'évoquais tout à l'heure, intervenant en prévention des risques professionnels. On a l'OPP-BTP, qui est un organisme là aussi qui peut donner conseils, méthodes et outils pour les secteurs plus singuliers du BTP et des travaux publics. On a l'ARACT, l'Agence régionale d'amélioration des conditions de travail, qui peut accompagner l'entreprise soit de manière individuelle ou de manière collective au sein de clusters lors de réflexions essentiellement autour des sujets de TMS, de risques psychosociaux, mais aussi d'autres thématiques. On a des associations, par exemple pour les addictions, on peut travailler avec un tas d'associations qui entourent l'entreprise. Dans le milieu agricole, on a la MSA. Donc, vous voyez, il y a pléthore d'acteurs. Et donc, l'important, finalement, et ce qu'on attend, finalement, du SDC, c'est qu'il puisse identifier cette panoplie d'acteurs et savoir auprès de qui aller, qui interpeller, auprès de qui je peux frapper à la porte pour pouvoir avoir la bonne aide au bon moment. Comment maintenant désigner un salarié désigné compétent? Bon, alors c'est bien gentil, je suis convaincu que c'est important, ou je veux répondre à la réglementation. J'espère quand même que je suis convaincu qu'il y a des enjeux derrière et que donc, au travers des propos que Patrice et moi-même avons apportés depuis le début de notre exposé, on se dit tiens, ok, c'est important de désigner un, voilà, mais maintenant, comment je procède et surtout, je désigne qui? Bon. Alors, il n'y a pas dans le Code du travail directement une exigence en termes de diplôme ou même d'expérience professionnelle. Donc, ça, c'est un premier élément purement réglementaire. C'est donc finalement au chef d'entreprise de s'assurer que la personne qui va être désignée, on lui apporte les bonnes formations, les bonnes compétences
pour que cette personne-là, eh bien, elle puisse jouer son rôle d'animateur de la démarche, apporter de la méthode au sein de l'entreprise et apporter des outils et savoir aussi qui aller contacter en cas de besoin, hein, comme je viens de l'évoquer. Alors, il y a des questions à se poser pour désigner la bonne personne. On en a listé un certain nombre ici. C'est déjà où j'en suis au jour d'aujourd'hui dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a déjà des démarches en cours, des choses qui ont été faites ou rien du tout? Donc où j'en suis dans mes démarches de prévention, dans ma démarche de prévention, qui aujourd'hui y contribuent? Quels sont les acteurs? Si j'ai pas de personnes complètement déjà aujourd'hui désignées, quelles sont les personnes qui contribuent à ces sujets de santé et sécurité dans l'entreprise? Quels sont les points forts et les points faibles de mon organisation? Ça aussi, ça va m'orienter dans le choix éventuellement de qui désigner. Quel rôle, quelle mission je vais confier à cette personne-là pour gagner en efficience dans mon organisation actuelle? Est-ce que dans mon entreprise, j'ai une personne ou plusieurs personnes pour tenir ce rôle? Est-ce que j'ai des gens qui sont attirés par ces sujets-là, qui sont volontaires pour animer ces thématiques-là? Et si aujourd'hui il y a une personne qui est volontaire, ou si moi j'ai identifié de mon côté une personne pour la désigner en tant que SDC, eh bien, où en est-il en termes de compétences, à la fois en termes de savoir, de connaissances, mais aussi en termes de posture, de savoir-faire, de savoir-être pour la tenue du poste, puisque vous l'avez compris, cette personne, elle doit aussi bien entraîner, animer la démarche, entraîner les autres. Donc, ça doit aussi être une compétence à lister et nécessaire pour cette personne. Nous, ce que l'on recommande, alors je l'ai déjà un petit peu souligné tout à l'heure, mais on réinsiste, c'est de désigner en priorité un salarié au sein de l'entreprise. Encore une fois, pourquoi? On peut faire appel à un service de santé au travail, on peut faire appel à un consultant, on peut faire appel à quelqu'un de la CARSAT, on peut faire appel à un tas d'autres personnes, mais encore une fois, un salarié, un désigné compétent externe à l'entreprise, c'est quelqu'un qui ne sera pas au cœur de l'entreprise au quotidien. Or, pour que ce salarié désigné compétent il soit pertinent, eh bien, il faut qu'il ait une bonne connaissance des activités, une bonne connaissance des situations de travail, ou à minima qui sache qui aller interpeller pour connaître ces situations de travail, pour bien connaître l'activité. Donc, c'est essentiel d'avoir quelqu'un en interne. Par ailleurs, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je le répète, des gages de succès pour une démarche de prévention, c'est que l'entreprise, elle s'approprie, elle devienne autonome et donc qu'elle pénalise sa démarche de prévention. Et pour ces trois éléments, rien de tel qu'avoir un salarié en interne, encore une fois, qui ne fait pas forcément cela à temps complet, ça dépend de la taille de l'entreprise, de son secteur d'activité, de ses risques, mais de désigner effectivement un salarié au sein de l'entreprise. C'est extrêmement important. Quelles compétences et quels moyens pour ce salarié, Patrice? Alors, bon, tu l'as dit tout à l'heure, hein, il n'est pas forcément spécialiste de tout. Un salarié désigné compétent ne sera pas un expert de l'ensemble des risques professionnels. Alors, il pourra bien évidemment y avoir quelques spécialités pour lui, mais en tous les cas, sa mission sera sera de caractère généraliste. Son objectif sera d'être le relais opérationnel euh, dans l'entreprise pour tous les sujets, et il va donc s'appuyer sur différentes compétences qu'il pourra trouver soit en interne, soit à l'extérieur de l'entreprise. Donc, appel par exemple à des ergonomes, à des organismes de vérification agréés, parfois des consultants, des fournisseurs qui peuvent très bien l'informer sur certaines choses, sur les IPRP. Donc, en fait, pas besoin d'être un spécialiste, mais comme l'a dit Sébastien, une chose importante, c'est bien connaître l'entreprise et connaître la culture de cette entreprise pour pouvoir être le parfait relais opérationnel.
Alors, n'oublions jamais, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Sébastien, que la santé et la sécurité est l'affaire de tous et pas uniquement de ce salarié désigné compétent. Alors, en ce qui concerne ces compétences, tout d'abord, on en a déjà un peu parlé hein, sur l'évaluation des risques professionnels. Par rapport à la connaissance de l'ensemble des enjeux et des acteurs, ce qui sera important, c'est qu'ils comprennent bien l'approche générale de cette évaluation des risques et qu'ils puissent contribuer à mettre en œuvre la méthodologie et surtout à mettre en œuvre une méthode participative avec donc l'intervention des salariés de l'entreprise qui maîtrisent, eux, leur métier et tout simplement leurs risques et qui vont peut-être contribuer à proposer des mesures de prévention adéquates et donc permettre à ce SDC de construire un plan d'action et de le suivre. Donc en général, d'ailleurs, ce salarié désigné compétent a pour mission de rédiger ce document unique, mais encore une fois, il ne va pas le faire vivre seul. Le document unique, moi j'ai l'habitude de dire que c'est le moteur de la prévention d'une entreprise, et je dirais que le salarié désigné compétent est celui qui mettra en route ce moteur et qui va s'assurer qu'il tourne bien, qu'il fonctionne bien, pour que tout se passe bien dans l'entreprise. Alors, là, on vient de parler d'évaluation des risques, hein, de l'étude en gros a priori, mais il peut y avoir aussi des analyses a posteriori. On va parler maintenant de l'analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles. Donc, au même titre que l'évaluation des risques, il va falloir que le salarié désigné compétent comprenne les méthodes à utiliser et surtout s'assure que cette méthode est bien utilisée au sein de l'entreprise. Et encore une fois, on n'analyse pas un accident du travail seul, on le fait avec un petit groupe de travail, avec des personnes formées. Donc lui-même devra forcément être formé. Et comme le disait tout à l'heure Sébastien, il va falloir que le chef d'entreprise s'assure que son salarié désigné compétent soit formé pour pouvoir analyser ces accidents du travail. Donc jamais seul. Encore une fois, c'est à lui de suivre la méthodologie. Alors, il pourrait être formé, par exemple, à certaines méthodes, comme l'arbre des causes ou autre, mais en tous les cas, il devrait ne pas être le seul formé à ce type de méthode. Alors, il y a aussi un savoir-faire qui sera important, et j'irai même plus loin avec une capacité d'écoute. Il va falloir qu'il développe certaines choses. Alors, parfois, c'est inné, hein. Certaines personnes ont plus de facilité, ont une qualité relationnelle très importante avec une intégrité et de la diplomatie sans problème. Donc, si ça n'est pas le cas, il va falloir travailler sur ce domaine parce que avoir de la diplomatie sera quelque chose de très important, entre guillemets, pour être accepté, pour être entendu, écouté et pour pouvoir obtenir des choses de la part de l'ensemble des salariés, l'ensemble de ses collègues. Donc, il y aura une capacité à mobiliser les différents acteurs. Ça aussi, ce sera une compétence importante. Savoir communiquer, expliquer les choses. Pouvoir animer les groupes de travail. En règle générale, le SDC sera toujours l'animateur de tous les groupes de travail, que ce soit sur l'évaluation des risques, l'analyse des accidents ou autre. Il va solliciter donc les salariés et il va savoir les écouter. Ça aussi, c'est important. Écouter les salariés, prendre en compte leur avis et puis en discuter pour savoir ce qui sera le mieux à mettre en place pour éviter les risques. Et enfin, il va falloir faire preuve d'organisation et de rigueur dans le suivi des actions. Encore une fois, ce n'est pas lui qui va réaliser toutes les actions, mais il va falloir qu'il suive ces actions, qu'il s'assure que tout ce qui a été prévu soit mis en place et donc, il tire la sonnette d'alarme, qu'il aille voir les gens en disant, voilà, normalement, c'était à toi de gérer cette action-là. Elle n'a pas avancé, il va falloir s'y mettre et essayer de voir avec lui comment on peut le faire. Mais en tous les cas, il va falloir que ce plan d'action vive, évolue, pour pouvoir réduire, je dirais, l'exposition des salariés à certains risques. Alors, parmi les moyens, l'employeur va devoir s'assurer Sébastien, tu l'as déjà un peu expliqué, de la formation du salarié désigné compétent pour pouvoir réaliser l'ensemble de ses missions. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'il regarde euh, en quoi il aura besoin de formation pour pouvoir assurer sa mission. Alors, tout en sachant que le coût de ces formations seront en totalité pris en charge par l'employeur et surtout que ces formations devront se dérouler pendant le temps de travail. Alors, on aime bien le préciser parce qu'on s'est aperçu parfois
que certaines personnes étaient envoyées en formation en plus de leur temps de travail. C'est pas top. Et surtout, ça démotive parfois le salarié désigné compétent qui parfois peut avoir un peu de pression. Comme l'a dit tout à l'heure Sébastien, la responsabilité, c'est toujours le chef d'entreprise. Néanmoins, on a quand même une responsabilité importante quand on est salarié désigné compétent. Il ne faut pas se mettre trop de pression non plus. Donc, mieux on sera formé, plus ce sera facile pour pouvoir agir. Alors, au niveau de la formation, il y a une formation qui est fortement recommandée par le réseau prévention et qui s'appelle tout simplement Assurer sa mission de salarié désigné compétent en santé et sécurité au travail. Alors, c'est une formation qui dure 3 jours et qui est dispensée par l'ensemble des organismes de formation qui sont habilités par le réseau. Alors ça, c'est vraiment la priorité, je dirais. Normalement, l'ensemble des salariés désignés compétents devraient passer par cette formation au minimum. Au minimum. Maintenant, on peut vous proposer, la CARSAT ou d'autres d'ailleurs, une formation complémentaire qui permettra aux salariés désignés compétents d'aller un peu plus loin. Alors là, on vous propose la nôtre, celle de la CARSAT. Il existe aussi, par exemple, une formation à l'OPPBTP pour les entreprises des bâtiments et travaux publics, qui s'appelle tout simplement chargé de prévention, avec des niveaux 1 et 2 qui durent 2 fois un jour. Alors par contre, donc à la CARSAT, nous, ce qu'on vous propose, c'est tout d'abord déjà une formation d'une journée qui s'appelle Obtenir des compétences en base de prévention. Alors vous pouvez la faire soit en présentiel auprès des CARSAT, ou tout simplement la suivre en ligne par le site de l'INRS, en sachant que cette formation Obtenir des compétences de base en prévention sera un prérequis pour les 2 formations que vous voyez sur la droite et qui vont concerner justement l'analyse a priori, donc en gros l'évaluation des risques, et l'analyse a posteriori, c'est-à-dire l'analyse des accidents du travail. Alors par rapport à cette analyse a priori, il y a 2 choses possibles. Vous pouvez passer chez nous donc pour suivre la formation Analyser une situation de travail. Alors c'est une formation qui dure 2 jours plus un jour. Donc 2 jours en gros où on fait de la théorie, on fait des groupes de travail, et une journée supplémentaire et complémentaire qui vient à peu près un mois après pour la restitution des travaux qu'on aura demandé en intercession à l'ensemble des stagiaires. Donc en gros, c'est une analyse d'une situation de travail de l'entreprise. Et puis derrière, donc sur la dernière journée, on peut regarder ça ensemble. Vous pouvez suivre aussi la formation Évaluer les risques professionnels, qui, elle, est dispensée par les organismes de formation habilités et qui dure 3 jours consécutifs. Alors, à côté de ça et en complément, moi je conseille fortement de faire les deux. Vous avez la formation liée à l'analyse des accidents du travail, donc qui s'appelle chez nous tout simplement Analyse d'un accident du travail et d'une maladie professionnelle, et qui est un peu de la même manière que la formation Analyser une situation de travail, puisqu'elle dure 2 jours plus un jour, avec une restitution de travaux intercession qui vont concerner plutôt l'analyse d'un accident du travail. Donc on notera que ces 2 formations dispensées par la CARSAT sont sans frais pédagogiques, ou plutôt elles sont déjà payées dans votre cotisation, dans la cotisation que l'entreprise paye tous les ans. Alors, parmi les moyens, Sébastien en a déjà un peu parlé tout à l'heure, c'est bien à l'employeur de désigner compétent, mais surtout de clarifier sa situation et de communiquer le rôle de ce salarié auprès de l'ensemble des salariés de l'entreprise. Il va falloir rédiger donc une lettre de mission signée par l'employeur, et tout cela devra être connu par l'ensemble des salariés. C'est hyper important que le salarié soit au courant si vous voulez que les échanges soient faciles. L'employeur doit également allouer un temps nécessaire pour exercer la mission de ce salarié, et encore une fois pendant le temps de travail. Alors, si nécessaire, on peut lui octroyer un budget. Donc là, encore une fois, ça va dépendre de tout ce qu'on mettra en place. Par contre, ce qui sera très important, c'est de lui donner une autonomie. Donc, l'autonomie, ça veut dire que derrière, il dépendra directement du chef d'entreprise. On ne doit pas avoir un responsable de production, par exemple, entre le salarié désigné compétent ou le chef d'entreprise. Et ce, même si le salarié désigné compétent a d'autres fonctions et qu'il est simplement salarié, même en chaîne ou autre.
Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où il aura sa casquette de salarié désigné compétent, il n'y a que le chef d'entreprise qui sera au-dessus de lui. Ça, c'est hyper important. Alors, quand on parle d'autonomie, ça veut dire qu'il devra avoir accès à tous les documents nécessaires. Je pense notamment aux fiches de données de sécurité, mais également à tous les projets de réorganisation, les projets de déménagement, l'ensemble des rapports de vérification. En tous les cas, tous les documents qui pourraient l'aider dans sa mission de prévention. Alors, pour finir, Sébastien va vous expliquer un peu comment le réseau prévention accompagne tout ça. Ça ira assez vite. Et puis après, on pourra passer aux questions, parce que je vois qu'il y en a quelques-unes. Tout à fait. Alors, tout d'abord, voilà, je reviens très rapidement sur les différentes formations que Patrice vient d'évoquer. Vous avez soit les liens dans la partie précédente pour certaines d'entre elles, ou sur cette diapo, vous avez tous les liens eh bien, qui vont bien pour retrouver directement la bonne page sur notre site internet. Donc la liste des organismes de formation habilités capables de former le salarié désigné compétent selon le référentiel établi donc en 3 jours, comme le signalait Patrice, les entreprises à la fois de notre région, vous aurez les contacts, les adresses, mais également les organismes de formation limitrophes dans les régions voisines pour vous former. Voilà, vous pouvez, si vous faites partie d'une autre région, également retrouver eh bien, la liste des organismes de formation sur le site de l'INRS également, pour la liste nationale. Vous avez les liens pour les 3 formations qui peuvent compléter les compétences du SDC, donc compétences de base en prévention, analyse AT, analyse d'une situation de travail. D'autres formations également disponibles que vous pourrez retrouver sur notre site. Et puis également, eh bien, on vous a mis le lien sur un e-learning qui est destiné aux dirigeants pour identifier les enjeux de la prévention au regard de la performance de l'entreprise. Ça peut être intéressant au sein de vos entreprises d'indiquer que ce e-learning est à disposition. 3 modules pour un dirigeant qui peut le faire ou à son rythme. Voilà, 3 modules qui durent à peu près 2h30 à 3h et qui permettent de manière plus globale de prendre du recul sur les enjeux de la prévention et donc peut-être aider l'employeur aussi à faire son choix derrière sur son organisation autour de la prévention, sur le salarié désigné compétent à désigner et puis les moyens à mettre à disposition de ce salarié désigné compétent. Il y a des outils de diagnostic pour le salarié désigné compétent. Voilà, une des premières quand même questions à se poser, c'est où l'entreprise en est sur sa démarche de prévention. Et donc, pour ce faire, on vous a mis le lien ici sur des outils du réseau, des outils de l'INRS. Il y en a 2 principaux, la grille GPSST ou la grille Digest. La grille Digest qu'on recommande plus pour les TPE, PME, qui est disponible sur le site de l'INRS, enfin les 2 grilles. La grille GPSST, généralement, un peu plus complète. On la préconise plus pour les entreprises de taille un peu plus importante. Mais ceci étant dit, elle est accessible pour toutes les entreprises également. Et puis sur notre site, vous avez une grille d'auto-évaluation en santé au travail également dans la rubrique entreprise que vous pouvez utiliser pour identifier vos points forts sur lesquels s'appuyer, sur lesquels on peut s'appuyer, mais aussi les axes d'amélioration à mettre en œuvre. On a également, je l'ai dit assez rapidement tout à l'heure, mais des aides financières. Les aides financières, on en a de 2 types. On a des subventions prévention TPE, comme son nom l'indique, donc à destination des entreprises de moins de 50 salariés. Les conditions d'éligibilité, voilà, c'est la taille de l'entreprise et également être à jour de ses cotisations sociales. Vous retrouverez la liste de l'ensemble des aides financières sur notre site internet ou encore mieux sur Amélie Entreprise. Dans Amélie Entreprise, le site donc de référence de l'assurance maladie risque professionnel, vous retrouverez et à jour la liste des aides nombreuses à votre disposition. Je fais un focus ce matin tout particulier sur une offre régionale
que l'on met à votre disposition dans les Hauts-de-France, eh bien pour financer en partie la formation du salarié désigné compétent à hauteur de 70% et de financer également la mise en œuvre du plan d'action derrière que le salarié désigné compétent va définir, va suivre, donc à hauteur de 50%. Alors, ces aides financières, on peut en faire la demande et c'est ce qu'il y a de mieux d'ailleurs en ligne, directement sur Net Entreprise. Ça permet de garantir une prise en charge plus rapide et puis un meilleur suivi. L'offre régionale que j'évoquais à l'instant pour financer la formation du SDC et le plan d'action, elle sera mise en ligne très prochainement. Pour le moment, pour en bénéficier, il faut contacter directement la CARSAT des Hauts-de-France pour en bénéficier. Mais dès le mois de janvier, elle sera mise en ligne et donc disponible sur Net Entreprise. Sachez que même pour cette fin d'année 2021, il y a encore quelques possibilités de financement, même si le temps passe et que on va vite basculer sur l'année quand même 2022. Je rappelle également, je profite de l'occasion pour vous signaler qu'on a des unités techniques, pas toujours identifiées par les entreprises, et qui sont là pour intervenir, alors pour mesurer, ça c'est une chose, c'est sûr, l'exposition, voilà, des salariés à des problèmes d'exposition chimique, biologique, physique, bruit, vibration, rayonnement, et j'en passe, mais surtout qui sont là pour accompagner l'entreprise dans la recherche de solutions visant à améliorer les conditions de travail. Pour tout renseignement, je vous invite à contacter la CARSAT sur l'adresse générique contactprévention@carsat-nordpicardie.fr. On vous a remis enfin sur une dernière diapo un certain nombre de contacts, de listes, si vous ne les connaissez pas, donc des services de santé au travail, le réseau Hauts-de-France des IPRP, donc les intervenants en prévention des risques professionnels, réseau que l'on anime. Donc vous avez le lien direct sur la liste de ces IPRP. Voilà, l'inspection du travail que l'on a cité tout à l'heure, l'acte des Hauts-de-France, les conseillers de l'OPPBTP et encore la MSA. Ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre quelques questions qui ont été posées durant notre intervention, et surtout n'hésitez pas à compléter d'ailleurs cette liste au fur et à mesure. Alors Patrice, on a une première question posée par Agnès. Donc, quand une entreprise a plusieurs établissements, comment procède-t-on? Faut-il obligatoirement un salarié désigné compétent par établissement? Alors non, ce n'est pas une obligation. C'est bien un salarié désigné compétent pour l'ensemble du groupe. Néanmoins, il est quand même judicieux d'avoir au moins un relais sur chacun des établissements. Quelqu'un qui va pouvoir s'assurer que les choses sont faites et suivies. Ce ne sera pas forcément un salarié désigné compétent, mais quelqu'un qui va travailler dans un service géré par un salarié désigné compétent, même si celui-ci n'est pas sur ce site-là. Encore une fois, hein, là, on parle du coup d'un grand groupe. Quand on a plusieurs établissements, c'est qu'on a quand même pas mal de monde. Ce qui veut dire que le salarié désigné compétent va avoir une seule casquette en règle générale, et donc il va pouvoir gérer l'ensemble des sites. Ce qui ne sera pas forcément le cas sur une TPE, puisque le SDC aura forcément une autre fonction et on aura juste un certain temps à louer à cette mission. Donc voilà, encore une fois, pas d'obligation d'en avoir un par site, obligation d'en avoir un qui peut gérer l'ensemble, mais par contre, ce qui est judicieux, c'est d'avoir un relais pour cette personne sur chacun des sites. Merci Patrice pour cette réponse. On a une question de Stéphane. Quelle différence avec le référent sécurité? Alors, tu as répondu tout à l'heure, hein. En fait, c'est la même chose. Ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup de termes qui, euh, qui, je dirais, qui justifient ce salarié désigné compétent. On a parlé tout à l'heure de responsable sécurité, de référent sécurité.
Donc, c'est simplement le titre qui est donné différemment dans les différentes entreprises. Mais en tous les cas, le référent sécurité, c'est bien le SDC. Et c'est lui qui va avoir toutes ces missions et toutes les formations utiles et nécessaires pour assurer cette mission, justement. Merci Patrice. Alors une question également de Stéphane. Quel changement avec la loi du 2 août 2021? Alors, mais pas de changement particulier vis-à-vis de ce salarié désigné compétent. La loi du 2 août apporte un certain nombre voilà, de précisions, de modifications sur le champ de la santé au travail. Un premier changement autour eh bien des services de santé au travail qui sont désignés maintenant sous le terme de services de prévention et de santé au travail. Donc, le médecin du travail, avec ses équipes pluridisciplinaires, il est là vraiment pour clairement, et on le réaffiche, pour accompagner également l'entreprise sur le champ de la prévention. La loi du 2 août apporte aussi un certain nombre d'autres modifications, notamment autour du document unique, de la démarche d'évaluation des risques, pour repréciser finalement que la finalité de cette démarche d'évaluation des risques, c'est bien d'établir un plan d'action derrière. Donc ça a été bien reprécisé par le législateur. Et puis le législateur en profite pour demander une traçabilité dans le temps de cette évaluation des risques et des plans d'action associés. Voilà, il y a d'autres petits ajouts dans cette loi, mais en rien cela modifie cette obligation pour toute entreprise d'avoir une personne désignée clairement pour s'occuper de ces sujets-là. Alors, on a une question d'un autre Stéphane, Patrice, à laquelle on a déjà répondu, mais on peut peut-être rappeler la réponse pour tout le monde. Pensez-vous que cela soit pertinent d'identifier le salarié désigné compétent comme une personne d'un service de santé au travail? Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est en droit de faire appel à quelqu'un de l'extérieur pour assurer cette mission. Bien évidemment, une personne d'un service santé au travail est un expert en règle générale en santé sécurité au travail. Néanmoins, comme le disait tout à l'heure Sébastien, il est quand même plus intéressant d'avoir quelqu'un qui connaît parfaitement l'entreprise et notamment la culture de cette entreprise. Et quoi de mieux que de nommer quelqu'un en interne. Donc, si on peut nommer quelqu'un en interne, nous, on vous préconisera de le faire. C'est notre priorité. Après, évidemment, vous êtes en droit de faire appel à quelqu'un de l'extérieur, service santé au travail, IPRP ou autre. Néanmoins, il va falloir qu'il maîtrise quand même l'entreprise et qu'il connaisse justement la façon de faire. Merci Patrice. Alors le salarié désigné compétent peut-il être manager, et notamment dans le cas de petits établissements d'une dizaine de personnes, dans le cas de TPE? Alors, en effet, il le peut. Maintenant, pareil, on vous proposera de ne pas le faire. Le problème, c'est que la personne va être, entre guillemets, jugée partie. Si on est responsable de production, en règle générale, on a justement des soucis. Et on se soucie surtout de faire tourner tout ça. Et parfois, la sécurité nous oblige à refuser de faire certaines choses. Et donc, pour ne pas être pris sur les deux choses, il est aussi judicieux d'avoir quelqu'un qui n'est pas responsable d'un secteur pour pouvoir travailler plus sereinement. Alors après, voilà, on est en droit de le faire, mais par expérience, lorsque j'ai vu que quelqu'un en entreprise avait une double casquette, notamment production plus santé sécurité au travail, le mariage était parfois difficile. Alors, une question d'Olivier Patrice, et il y a pas de mauvaise question Olivier, donc pas de souci avec votre question. Finalement, voilà, on pose toutes les questions, mais est-ce que le responsable sécurité, le préventeur aussi, parfois on entend ce vocable-là dans les entreprises, est-ce que tous ces gens-là sont bien des salariés désignés compétents, des SDC? Alors, si ils ont eu une fiche de mission, si ils ont bien été nommés par le chef d'entreprise en tant que tel. Mais en règle générale, encore une fois, ça c'est un titre. Le responsable sécurité est en règle générale le SDC.
contre, encore une fois, l'employeur doit désigner ce SDC. Donc, on peut avoir plusieurs personnes qui travaillent en tant que préventeurs. Tout à l'heure, je parlais de relais du SDC. Néanmoins, le SDC doit être désigné avec une fiche de mission. Ça, c'est quand même quelque chose qui est primordial. Alors toujours dans la même ligne, Patrice, est-ce que le dirigeant lui-même, dans le cadre d'une TPE, peut se désigner SDC? Alors, non, puisque tu as dit tout à l'heure justement qu'il était déjà responsable. Lui, c'est déjà le vrai responsable de toute façon. Et la loi oblige justement cet employeur à nommer quelqu'un en tant qu'SDC. Et ça peut être lui. Pareil, hein, il est entre guillemets jugé parti. Lui, c'est le véritable responsable, mais le SDC doit être désigné par lui-même. Et ça ne peut pas être lui. Dans une association, peut-on imaginer qu'un bénévole de cette association peut être désigné comme SDC s'il a déjà les compétences ou s'il se forme? Oui, bien sûr. On a dit tout à l'heure qu'on pouvait faire appel à personne extérieure. Donc, pourquoi pas interne si c'est quelqu'un qui est bénévole, il n'y a aucun souci. L'objectif, c'est encore une fois, vous avez donné la réponse dans votre question. C'est-à-dire que s'il est formé, s'il a les compétences, il pourra être nommé sans problème. Alors là aussi, une question qui rejoint une autre, mais on va bien repréciser encore les choses. Une question d'Emmanuel. Quand l'entreprise fait partie d'un groupe avec plusieurs entreprises et qu'il y a un service donc central de sécurité avec des coordinateurs, des animateurs sécurité pour l'ensemble du groupe, comment ça se passe? On l'a dit tout à l'heure, c'est vrai on a le SDC qui doit être au-dessus de tout ça, qui est le responsable du groupe. Et puis, toutes les personnes doivent travailler ensemble. Alors, l'objectif, c'est de pouvoir faire des réunions de temps en temps, sur place ou alors en visio aussi. Alors, bien sûr, le SDC, il est important qu'il se déplace dans tous les établissements pour voir comment ça se passe et pour suivre justement toutes les actions qui doivent être mises en place. Mais voilà, en gros, quand on a une grosse entreprise, on peut avoir je dirais un groupe de préventeurs avec à sa tête le SDC. Voilà, et comme Patrice le signalait tout à l'heure, l'important c'est bien d'identifier en local des relais parce que le SDC sera à ce moment-là pas forcément en permanence au sein de l'entreprise. Et donc même si les relais n'ont pas le même niveau de compétence que le SDC, eh bien d'avoir quand même des relais avec un vernis peut-être plus allégé en termes de formation, mais quelques compétences de base pour assurer leur mission de relais. Alors, une question de Caroline. Le CSE doit-il être consulté pour désigner le SDC? La réglementation impose à l'employeur de consulter le CSE pour tout changement dans l'entreprise. Donc, à partir du moment où il va nommer une personne désignée compétente, il devra forcément consulter le CSE qui va donner un avis, mais un avis qui ne s'imposera pas, comme dans beaucoup de domaines. C'est-à-dire que l'employeur pourra tenir compte ou non de cet avis, mais ce sera de toute façon à lui de le désigner. En tous les cas, l'employeur sera obligé de consulter ce CSE pour lui expliquer qu'il a désigné telle personne et les raisons pour lesquelles il l'a désigné. Merci Patrice. J'en vois encore une dernière question d'Emmanuel. Alors la formation, oui, 3 jours. D'ailleurs, peut-être une question derrière sur la durée de cette formation qui peut peut-être sembler pour certains peut-être longue, parce que 3 jours, c'est quand même un gros investissement, ou peut-être d'ailleurs peut-être court, hein, parce que peut-être se dire, tiens, est-ce qu'en 3 jours, je peux vraiment acquérir toutes les compétences nécessaires pour assurer ce genre de mission qui est quand même, qui quand même demande un certain nombre d'acquis et puis de sujets à balayer. Donc cette formation, est-ce qu'elle est obligatoire si la personne désignée a déjà eu des formations sur ces sujets de prévention? Alors, la réponse était dans une de nos diapos, puisqu'on dit que la formation est fortement recommandée par les services préventifs. Fortement recommandé veut dire que ça n'est pas obligatoire. Par contre, c'est le contenu qui doit être important. Donc, vous l'avez dit, si la personne a déjà suivi de nombreuses formations
et qu'elle est susceptible de pouvoir utiliser tout ce qu'elle a appris pour assurer sa mission, l'employeur aura fait ce qu'il faut. Donc, il ne sera peut-être pas obligé de lui faire suivre une formation supplémentaire de 3 jours. Mais encore une fois, il va falloir que cette personne ait suivi toutes les formations utiles et nécessaires avant. Si ce n'est pas le cas, il faudra l'envoyer en formation 3 jours. Alors, on a encore une question, Patrice. Alors, toutes les missions qui ont été évoquées ce matin, prenons le cas où ces missions sont déjà dans une entreprise répartie entre plusieurs personnes au sein de l'entreprise. Est-ce qu'il faut à ce moment-là nommer un SDC? Ça peut paraître étrange. Est-ce que ce SDC deviendrait du coup le responsable de toutes ces personnes-là? Comment ça se passe? Alors, on ne va pas parler de responsable, on va parler plutôt de coordonnateur. C'est-à-dire que c'est lui qui va peut-être coordonner l'ensemble des choses qui ont été mises en place sur les différents sites. Donc, on n'est pas obligé d'avoir un pouvoir hiérarchique, je dirais. Par contre, il faut que quand même quelqu'un puisse centraliser tout ça. Et ça va quand même être le rôle du SDC, de faire en sorte que tout soit centralisé, suivi, et que derrière, on puisse s'assurer que tout sera bien réalisé en matière de plan d'action notamment. Donc voilà, en effet, on aura de toute façon un SDC qui ne sera pas forcément au-dessus de tout, mais qui va coordonner l'ensemble. Merci. Voilà, on va repréciser pour Thomas la réponse sur la consultation du CSE quant au choix du SDC. Donc, pour tout changement organisationnel, le CSE doit être consulté. Donc, effectivement, oui, cette désignation et peut-être aussi les compétences à apporter au SDC, oui, c'est un sujet à aborder avec le CSE, oui, bien sûr. Voilà, bien écoutez, il nous reste, Patrice et moi-même, à vous remercier pour votre présence ce matin. Je vous rappelle que l'ensemble de nos webinaires sont disponibles en replay sur notre site internet, sur notre webzine et sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie, Amélie Entreprise. Donc, écoutez, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Merci, Patrice. Merci à vous. Au revoir à toutes et à tous.